Bonjour, chers amis. Vous êtes sur la chaîne de récapitulatif militaire, et dans cette vidéo, nous allons discuter des événements les plus importants qui ont eu lieu au cours des 12 dernières heures. Nous avons de nombreuses mises à jour très intéressantes, alors commençons. Tout d'abord, nous allons analyser plusieurs déclarations et événements survenus en Ukraine, aux États-Unis et dans l'Union européenne, ce qui nous permettra de mieux comprendre ce qui est susceptible de se produire ensuite. Commençons par un article publié par le Financial Times. L'administration Trump cherche à contraindre l'Ukraine à revoir un accord minier, élargissant ainsi les exigences économiques imposées à Kiev. Deux hauts responsables ukrainiens ont révélé ces informations au journal. Washington insiste pour que Kiev accepte des clauses plus détaillées régissant le contrôle du fonds d'investissement commun. Les États-Unis envisagent également la possibilité d'inclure une centrale nucléaire dans l'accord. Cependant, la partie américaine n'a pas encore présenté officiellement de nouvelles conditions, bien qu'elle travaille activement à un accord plus large. Le gouvernement ukrainien craint que la pression de Washington ne l'oblige à accepter des termes défavorables. Kiev souhaite une discussion progressive de l'accord, sans mélanger les questions liées aux ressources minières et à l'énergie nucléaire. Néanmoins, les demandes américaines suscitent des inquiétudes en Ukraine. Actuellement, les États-Unis s'intéressent à deux axes stratégiques majeurs pour influencer la situation. Tout d'abord, les ressources minières, mais ce projet s'inscrit sur le très long terme. Personne ne peut prédire avec certitude si les États-Unis, les républicains ou toute autre entité liée à Donald Trump ou à l'administration actuelle parviendront à tirer profit des ressources minières ukrainiennes d'ici 5 à 7 ans. C'est précisément le délai nécessaire aux entreprises pour localiser et exploiter ces ressources. C'est pourquoi les États-Unis ont décidé de réorienter leurs priorités vers des gains plus rapides. Lorsqu'on parle d'argent immédiat, il est question bien sûr des infrastructures énergétiques et autres installations stratégiques ukrainiennes que les États-Unis pourraient exploiter dès aujourd'hui, sans attendre plusieurs années. Un autre point crucial est qu'à partir de lundi, l'Ukraine soumettra aux États-Unis et à l'Arabie saoudite une liste d'infrastructures que Poutine ne pourra pas cibler. Ces négociations techniques seront dirigées par le ministre de la Défense, Rustem Umerov. Il est essentiel de comprendre comment les États-Unis peuvent garantir que ces infrastructures spécifiques en Ukraine ne seront pas attaquées par la Russie. Le seul moyen de sécuriser ces sites est de les inclure dans un accord distinct, différent de celui sur les ressources minières, un pacte portant sur diverses infrastructures et installations stratégiques ukrainiennes. Nous savons déjà qu'au moins une centrale énergétique figure sur cette liste, à savoir la centrale nucléaire de Zaporijia. L'accord est assez simple, les États-Unis prendront le contrôle de ces infrastructures. Mais cela pose un problème majeur, car l'Ukraine ne souhaite pas placer ces sites sous l'autorité américaine. Si les États-Unis contrôlent ces installations, ils en tireront les principaux bénéfices économiques, qu'il s'agisse de leur exploitation, des réseaux de transport ou d'autres ressources associées. Cela signifie que Zelensky et son entourage ne percevront pratiquement aucun profit. Certes, les travailleurs ukrainiens recevront des salaires et ces infrastructures continueront de générer des impôts, mais les principaux revenus seront accumulés par des fonds américains. C'est pourquoi Zelensky n'est pas enthousiaste à l'idée de cet accord. Cependant, il n'a pas d'alternative viable, car tant que les attaques russes se poursuivront, ces infrastructures risquent d'être détruites, ce qui ne profiterait à personne. Demain encore, l'équipe de Zelensky présentera une liste des infrastructures que Poutine ne pourra pas frapper. Très probablement, l'administration Trump utilisera cette liste pour essayer d'élargir son accord sur les ressources minières en y intégrant ces installations, ce qui signifiera que les États-Unis en prendront le contrôle. Il ne s'agira pas d'une propriété directe des États-Unis, mais plutôt d'un contrôle exercé par Washington, peut-être via un fonds créé à cet effet. Cela offrirait des garanties à Kiev et à Zelensky que ces infrastructures ne seront pas attaquées par la Russie. C'est pourquoi Zelensky cherche à réduire le nombre d'installations figurant sur cette liste. Nous pensons que cette situation sera acceptée par les Russes, car pour Moscou, il est crucial de ralentir les flux financiers en direction de Kiev et de l'Ukraine. Si ces infrastructures passent sous contrôle américain, une grande partie des bénéfices économiques ira directement dans un fonds géré par les États-Unis, privant ainsi Zelensky et son équipe de ressources essentielles pour financer l'armée ukrainienne et les combats le long de la ligne de front. Passons maintenant à une autre déclaration importante de Zelensky. Ce dernier rejette l'idée d'une mission de maintien de la paix pour l'Ukraine sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, une proposition qui, selon les médias, aurait été avancée par la France. Il a déclaré que l'ONU ne nous protégera pas et qu'elle ne peut donc pas constituer une alternative aux garanties de sécurité ni à un contingent de maintien de la paix. Selon lui, l'ONU ne disposera d'aucun mandat pour protéger l'Ukraine en cas de nouvelle attaque russe. À ce sujet, des sources pro-russes ont publié un article intéressant. Commerçant a affirmé que si l'Ukraine rejette les accords de paix, la Russie ira plus loin et revendiquera l'ensemble de la Nouvelle-Russie, incluant Odessa, Mykolaïv et Kharkiv, selon certaines sources occidentales.
Il est également important de noter qu'il y a quelques jours, un article similaire a été publié à Moscou. Rappelons que l'une des exigences de Poutine était que Trump reconnaisse officiellement ces territoires comme faisant partie de la Russie. Analysons cela plus en détail. Le président Vladimir Poutine souhaite que Donald Trump reconnaisse officiellement les 4 régions ukrainiennes que Moscou revendique, en plus de la Crimée. Selon le journal Commerçant, en échange de cette reconnaissance et si elle intervient rapidement, Poutine s'engagerait à ne pas revendiquer d'autres territoires ukrainiens, notamment Odessa, Mykolaïv et Kherson. On voit donc que Zelensky dispose de très peu de temps pour prendre une décision. Il devra agir rapidement, probablement dans les prochains jours ou semaines. Il est très probable que certaines décisions devront être prises dès lundi 24 mars 2025. Un autre point essentiel concerne les efforts de Zelensky pour réduire la liste des infrastructures qui pourraient passer sous contrôle américain. L'Union européenne envisage d'utiliser les installations ukrainiennes de stockage souterrain de gaz pour acheter du gaz en Turquie et en Grèce, puis l'acheminer vers l'Europe. Ce plan vise à apaiser la colère de la Slovaquie et à éviter d'avoir à acheter du gaz russe. L'Ukraine augmentera ainsi ses importations de gaz en provenance de la Grèce et de la Turquie et stockera jusqu'à 10 milliards de mètres cubes de gaz dans ses infrastructures. Ces flux seront ensuite transportés via les pipelines slovaques vers des pays comme la Hongrie durant l'hiver, lorsque l'approvisionnement est limité. Ce schéma, mis en place par l'Union européenne en collaboration avec Zelensky, vise à réduire la liste des infrastructures pouvant passer sous contrôle américain. L'article précise également que de nombreux sites de stockage de gaz situés dans l'ouest de l'Ukraine ont été massivement attaqués par la Russie depuis le début de l'année 2025. Fin 2024 déjà, plusieurs rapports indiquaient que l'armée russe bombardait des infrastructures gazières dans la région, entraînant la destruction de nombreux sites que l'Ukraine utilisait pour ses propres besoins ainsi que pour approvisionner l'Union européenne. Zelensky a décidé de mettre en place un schéma particulier. Ils ont choisi de stocker du gaz destiné à la Slovaquie et à la Hongrie dans ces infrastructures de stockage, mais sans le livrer immédiatement à ces pays. L'objectif est de conserver ce gaz aussi longtemps que possible, jusqu'à la fin de l'année, et de ne le transporter vers ces pays qu'au cours de la période hivernale. Que signifie cette manœuvre ? Tout d'abord, nous ne disons pas que la Slovaquie et la Hongrie sont des alliés de la Fédération de Russie, mais il est évident que, par moments, leurs intérêts coïncident avec ceux de Moscou, et qu'ils collaborent parfois. C'est pourquoi il est clair que si l'Ukraine et l'Union européenne peuvent stocker ce gaz pour ces pays dans l'ouest de l'Ukraine, la Russie ne pourra pas attaquer ces infrastructures sans risquer de détériorer ses relations avec la Slovaquie et la Hongrie. C'est donc un plan très intéressant. D'un côté, cela réduit les possibilités pour la Russie d'attaquer l'ouest de l'Ukraine et ses installations de stockage de gaz. De l'autre, cette situation pourrait permettre aux Ukrainiens d'exclure ces installations de la liste qui sera soumise demain aux États-Unis. Ainsi, elles ne tomberaient pas sous le contrôle américain. Nous constatons donc que l'Union européenne, les États-Unis et la Russie tentent de morceler l'Ukraine. De son côté, Kiev joue sa propre stratégie pour garder sous son contrôle le maximum d'infrastructures. Ce processus est en cours et, très probablement, lorsque les différentes parties atteindront un point où il sera impossible de fragmenter davantage l'Ukraine, la guerre reprendra, mais avec une intensité bien plus grande. Par ailleurs, plusieurs déclarations importantes ont été faites par les États-Unis. Aujourd'hui, une information très intéressante a été révélée dans une interview accordée par Steve Witko, l'émissaire spécial de Donald Trump, à Tucker Carlson. Il a affirmé que Zelensky avait pratiquement reconnu que l'Ukraine ne deviendrait pas membre de l'OTAN. Autre point crucial, l'accord sur la mer Noire pourrait entrer en vigueur dès la semaine prochaine. Cela est essentiel, car cela touche directement au soutien d'Odessa. En effet, la trêve en mer Noire ne pourrait être mise en place que si les Russes comprennent comment les ports d'Odessa seront contrôlés, soit par eux-mêmes, soit par les États-Unis, et comment seront établies les garanties de sécurité. L'enjeu principal est que l'Ukraine s'engage à ne pas utiliser ces ports pour recevoir des armes des pays occidentaux. En outre, la direction ukrainienne a accepté d'organiser des élections présidentielles en octobre. Selon les informations dont nous disposons, Zelensky ne prolongera pas la loi martiale après le 9 mai. D'autre part, qualifier les récentes discussions entre Trump et Poutine d'échec est absurde. Les forces ukrainiennes sont encerclées à Kiev, c'est un fait. De plus, la Russie n'a pas l'intention d'attaquer des pays européens. Cette affirmation est également infondée. Trump et Poutine pourraient se rencontrer dans les prochains mois, probablement en mai. La question centrale du conflit reste la reconnaissance des territoires annexés, les républiques populaires de Donetsk, DPR, et de Louhansk, LPR, ainsi que la Crimée, Kherson et Zaporijia. Si l'Ukraine refuse cette reconnaissance, les Russes poursuivront leur offensive et présenteront une offre bien plus dure, exigeant cette fois que l'Ukraine et les pays européens reconnaissent également Kharkiv, Mykolaïv et Odessa comme territoire russe. Tout devrait se jouer dans les prochains jours. Revenons maintenant à la ligne de front et à la situation militaire actuelle. Ces derniers jours,
les Russes ont intensifié leurs attaques sur la ville d'Odessa, lançant un nombre important de drones et de missiles, entraînant de nombreuses explosions. La vidéo que nous avons sous les yeux est la première à nous donner une image relativement claire de la situation au 20 mars 2025. Comme on peut le voir, la ville d'Odessa était presque entièrement en flammes, avec de nombreuses explosions secondaires. Les Russes ont réussi à détruire plusieurs entrepôts, des dépôts de munitions ainsi que des infrastructures utilisées par l'Ukraine à des fins militaires, notamment pour la fabrication de drones maritimes. Il est probable que la Russie ait atteint certains de ses objectifs, mais elle n'a probablement pas tout détruit comme elle l'espérait. Dans la nuit du 21 au 22 mars 2025, les frappes russes se sont concentrées sur la ville de Zaporijia, où les principales explosions ont été enregistrées. Ici, nous pouvons voir le travail de la défense aérienne ukrainienne. On observe de nombreuses explosions, signe que les Russes ont bombardé et attaqué les zones industrielles ainsi que les gares ferroviaires. L'objectif principal de ces attaques, qui ont eu lieu dans la nuit du 21 au 22 mars, était de détruire les entrepôts d'armes, les dépôts de munitions et les équipements militaires que les Ukrainiens tentaient d'acheminer vers la ligne de front, peut-être quelque part dans la région de Zaporijia, en direction d'Ari. Passons maintenant aux mises à jour les plus importantes le long de la ligne de front. En ce qui concerne le secteur de Pakov, selon les informations dont nous disposons, au cours des dernières 24 heures, les Russes ont réussi à sécuriser complètement le village du CSFK. Plusieurs sources pro-russes très fiables indiquent que le ministre de la Défense de la Fédération de Russie devrait confirmer cette information aujourd'hui. Poursuivons avec une mise à jour encore plus cruciale en provenance de la ville de Chozar, où les Russes sont sur le point de finaliser la bataille pour ce territoire. Selon nos informations, les forces russes ont réussi à améliorer leur position dans le micro-district de Shchinko, probablement le secteur le plus stratégique à ce stade du combat pour la ville. Les Russes sont sur le point de terminer le nettoyage de cette zone. De plus, les positions russes se sont renforcées dans la partie centrale de la ville. Plusieurs sources indiquent que les forces ukrainiennes actuellement présentes dans cette zone centrale sont complètement encerclées, sans aucune possibilité d'évacuation, sauf peut-être en tentant de traverser des obstacles d'eau. Mais nous comprenons bien que cela est très peu probable. Il est donc fort probable que, dans un avenir proche, cette poche de résistance ukrainienne soit éliminée par les forces russes. Par ailleurs, un article très important a été publié par des Ukrainiens présents sur le terrain, décrivant la situation à Chozar comme extrêmement difficile. Les forces blindées russes continuent de percer les défenses ukrainiennes sur le plan tactique et enregistrent malheureusement des succès. Selon ces sources pro-ukrainiennes, seuls 2 micro-districts périphériques et 2 villages restent sous contrôle ukrainien, tout le reste a été perdu. Le seul endroit où les forces blindées russes sont encore contenues est le long de l'autoroute reliant Bamad à Konstantinivka, en direction de Tupugez. Il s'agit de la dernière position défensive où les Ukrainiens parviennent encore, plus ou moins efficacement, à ralentir l'avancée russe. Cependant, ce n'est qu'une question de temps. Nous savons que dès que les Russes réussiront à percer cette ligne de défense, ce bastion tombera également sous leur contrôle, ou alors les forces ukrainiennes seront contraintes de se replier vers la ville de Konstantinivka elle-même. Cela signifiera le début de la bataille pour cette ville. Passons maintenant à des détails très intéressants en provenance du secteur de Le Mans. Selon les informations dont nous disposons, au cours des dernières 24 heures, les Russes ont considérablement amélioré leur position dans ces zones. Nous n'avons rien ajusté pour le moment, car selon différents cartographes et experts militaires, ces positions avaient déjà été capturées depuis longtemps. Cependant, ce matin même, des sources pro-ukrainiennes ont confirmé cette avancée. Quoi qu'il en soit, nous constatons que les Russes poursuivent leur offensive malgré les négociations, les pourparlers et bien d'autres facteurs. Suite à une contre-attaque ukrainienne, les Ukrainiens ont réussi à reprendre le contrôle d'un petit village nommé Nadia. Cette information nous a été rapportée par plusieurs sources pro-russes, mais pour l'instant, nous n'avons aucune confirmation visuelle qui puisse l'attester. Attendons donc de voir ce qui va se passer, mais il est possible que nous ajustions prochainement la carte en faveur de l'Ukraine. Voyons maintenant la situation dans la direction de Bilgari. Ce matin, plusieurs cartographes indépendants ont modifié leur carte en faveur des Ukrainiens. D'après divers articles, les Ukrainiens ont réussi à établir une petite zone tampon le long de la frontière. Ils contrôlent certaines lignes de forêt, plusieurs fortifications et divers champs entre la localité de Dimidovkia. Cependant, au matin du 22 mars, nous n'avons reçu aucun rapport confirmant un contrôle ukrainien sur un seul bâtiment ou une seule rue de ces villages. Ainsi, les Ukrainiens ont consolidé leur position autour des villages sans encore y pénétrer. Peut-être qu'ils tenteront d'y entrer et de lancer des attaques dans un avenir proche, mais nous comprenons bien qu'au matin du 22 mars 2025, il est fort probable que les Russes aient déjà introduit leurs forces dans la zone. De notre point de vue, les Ukrainiens ont très peu de chances de poursuivre leur offensive ici. Concernant la direction de Soldy, en raison des attaques ukrainiennes dans cette zone, les Russes ont été contraints de ralentir leur propre offensive et de redéployer des troupes vers Bilgari afin de stabiliser la situation.
Cela signifie que les Ukrainiens ont réussi à maintenir une certaine zone tampon entre les positions de la Fédération de Russie et celles des forces armées ukrainiennes sur le territoire de la région de Koursk. Par conséquent, il est probable que les Russes mettent du temps avant de sécuriser complètement ce secteur. Nous continuons de recevoir des rapports faisant état de violents affrontements dans la localité de Goua. Jusqu'à 4 localités restent entièrement sous contrôle ukrainien, ce qui implique que les Russes auront encore besoin d'1 à 2 mois supplémentaires pour sécuriser ces territoires. Il est probable qu'ils cherchent à conclure cette bataille d'ici le 9 mai 2025, mais pour être honnête, nous avons des doutes sur leur capacité à atteindre cet objectif dans les délais. Et voilà pour ce court récapitulatif militaire. Ce canal rappelle la violence omniprésente dans le monde. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un like, rejoignez mon Patreon, et à bientôt.